Bonjour tout le monde. On va continuer cette série d'enregistrements de cours à distance pour le module droit commercial destiné aux étudiants du deuxième semestre droit en langue française. On s'inscrit dans la continuité et toujours au niveau de l'introduction de cette matière, on va aborder dans cette séance les sources du droit commercial et on va terminer cette introduction bien sûr avec quelques aspects traçant l'originalité du droit commercial. Commençons par les sources du droit commercial. Il faut dire, en marge des sources de droit commun, le droit commercial propose des sources spécifiques de droit qualifiées d'original. Commençons par les sources de droit commun. Et classiquement, les sources traditionnelles du droit commun sont composées de la loi, la jurisprudence et sont aussi l'œuvre de la doctrine. Commençons d'abord par la loi. Il faut dire qu'au sens strict formel, la loi désigne tout acte émanant du Parlement, seul organe autorisé par la Constitution à légiférer. Au sens large, le terme de loi désigne indifféremment une règle de droit prise isolément, un corps de règles cohérent, voire l'ensemble des règles d'un pays, et ce, quelle qu'en soit la qualité privée, publique ou pénale. Au sens de son origine, la loi résulte d'une œuvre interne ou externe. Commençons par l'œuvre interne. Cette œuvre puise sa source dans une hiérarchisation entre la Constitution, le Parlement, l'exécutif. Ces trois pouvoirs marquent de leur influence le droit commercial. La Constitution, en affirmant par exemple le principe de la liberté d'entreprendre, c'est l'article 35 de la Constitution de 2011, le Parlement, en votant les textes dont le commerce a besoin, quand il ne satisfait pas d'une solution du droit civil ou parce que cette solution n'existe pas et doit être créée. L'exécutif, bien sûr, à travers les décrets et les arrêtés. En ce qui concerne l'œuvre externe, il faut dire que cette œuvre se résume en traités ou aux traités internationaux. Ces derniers sont ratifiés par le Parlement et ont vocation à s'appliquer aux activités commerciales. À ce niveau, une double distinction s'impose. Le droit du commerce international fait d'abord une place importante aux traités portant sur l'organisation du commerce mondial. L'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, GATT, du 30 octobre 1947, la Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement, CNUSED, de 1964, ou encore l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, du 14 avril 1994. En sont des exemples. Ils mettent en œuvre des instances, des organisations ou des systèmes institutionnels investis selon le cas de fonctions régulatrices, normatives, voire répressives. Il existe ensuite des traités internationaux qui reproduisent deux procédés juridiques de collaboration entre les États, traduisant deux préoccupations distinctes. Certains traités internationaux appliquent la notion de loi uniforme, destinée à régir une question déterminée à la fois au niveau international et national. D'autres traités se superposent à la législation interne des États signataires, sans modifier le contenu des droits nationaux, il y ajoute des règles nouvelles destinées à régir uniquement les opérations internationales. C'est le cas de la Convention de Vienne du 11 avril 1980. Donc, ayant abordé la loi en tant que
sources de droit commun du droit commercial, on va voir maintenant la jurisprudence. Et il faut dire que, pour ce qui est de la jurisprudence en droit commercial, elle présente une grande importance dans la formation du droit. Elle répond à la nécessité d'une intervention rapide des juridictions dans la vie commerciale. D'abord, les juges assument en droit commercial un rôle traditionnel de transposition du droit aux faits. Mais la jurisprudence joue en droit commercial une fonction qui dépasse la simple adaptation des textes. Il est d'hypothèse où l'exercice du commerce donne naissance à de nouvelles pratiques dont il faut, en l'absence de texte, apprécier la validité et préciser le régime juridique. C'est là le rôle prétorien de la jurisprudence. Le droit commercial présente ainsi de nombreuses règles issues de constructions jurisprudentielles. C'est le cas par exemple de la théorie de l'abus de majorité ou de minorité en droit des sociétés ou de celle de la concurrence déloyale. Abordons maintenant d'une manière succincte la doctrine. Il faut dire que la doctrine n'est pas une source directe de droit. La doctrine résulte du travail de réflexion mené à propos d'un point de droit remarquable par les universitaires, les magistrats et plus généralement les juristes qualifiés. De la justesse de leur solution, en découlera une application par les tribunaux ou l'activation d'une loi par le législateur. En ce sens, la doctrine est une source indirecte mais exceptionnellement riche de droit. Dans un système légaliste, la doctrine a comme point commun avec la jurisprudence de n'être généralement pas admise parmi les sources formelles du droit, mais d'être reléguée au rang d'autorité d'interprétation de la loi. Son origine savante et non étatique, ainsi que sa nature scientifique et non contraignante, y sont pour beaucoup. Donc, ayant abordé les sources de droit commun, il faut voir maintenant les sources spécifiques au droit commercial. Il faut dire que le monde des professionnels du commerce a largement développé des règles fondées sur la technique de l'usage et de la coutume. Le droit commercial intègre aussi en tant que norme des règles édictées par les autorités administratives et les institutions professionnelles. Pour ce qui est de l'usage et la coutume, indéniablement, les sources non écrites jouent un rôle important dans la création du droit commercial, ne serait-ce qu'en raison des caractères mouvants et évolutifs de la vie des affaires, qui ne peut toujours attendre une réforme législative ou l'apparition d'une jurisprudence pour se forger des règles pour modeler des comportements. Parmi ces sources, les usages et les coutumes soulignent toute l'originalité pratique du droit commercial. Donc on va traiter d'abord de l'usage, puis de la coutume. Pour ce qui est de l'usage commercial, c'est une pratique habituellement suivie et considérée comme normale dans un milieu donné. L'usage peut être local, national ou international. Dans le même ordre, il peut régir une opération commerciale, déterminer une profession, une activité, un secteur économique. On enseigne traditionnellement qu'il est constitué de deux éléments. L'un matériel, la répétition d'une pratique commerciale, l'autre psychologique, la conscience éprouvée par les commerçants d'un même lieu et d'une même profession du caractère obligatoire de tels comportements. Le trait essentiel des usages consiste en leur caractère supplétif. Il s'applique entre les parties au contrat quand ils n'y renoncent pas expressément par convention. Pour ce qui est de la coutume, de manière générale,
on peut dire que la coutume est également un fait, un usage dont la valeur juridique reflète une importance plus grande. Son origine peut remonter à une date éloignée, voire inconnue dans le temps. L'originalité de la coutume consiste dans sa reconnaissance comme une véritable source du droit. Sa valeur juridique se fonde sur sa consécration par l'autorité judiciaire. Pour ce qui est des autorités administratives, il faut dire que le commerce est encadré par des organes publics ou parapublics qui sont parfois dotés de fonctions juridictionnelles. Pour ce qui est des autorités publiques, il faut dire que les autorités administratives conservent un pouvoir d'intervention important en matière commerciale. La première manifestation de l'intervention des autorités étatiques se situe au plus haut niveau de responsabilité. Le chef du gouvernement est souvent, si ce n'est pas à l'origine, au moins l'arbitre des principales réformes en matière commerciale. Le ministère de l'économie et des finances occupe également une place importante dans l'administration du commerce. De même, de par ses attributions, le ministère des Finances peut être l'initiateur de projets de loi en matière commerciale et participe largement à la conduite et à la régulation de l'économie. Il faut dire que les autres ministères spécialisés, notamment celui du commerce et de l'industrie, ont une mission d'encadrement des activités commerciales. Néanmoins, leur action, il faut le souligner, reste réduite, car même s'ils peuvent être à l'origine des réformes, leur rôle reste propre à certaines activités et vise à assurer essentiellement la gestion et le développement des infrastructures des secteurs d'activité dont ils ont la charge. Pour ce qui est des institutions administratives spécialisées, il faut dire que les institutions spécialisées ne peuvent être définies de manière générale, car leurs missions et leurs attributions sont délimitées au cas par cas. L'une de ces institutions présente la particularité de participer à la justice commerciale, car elle possède des attributions quasi juridictionnelles. En effet, le Conseil de la concurrence est compétent pour infliger des sanctions et prononcer la nullité de certains actes lorsqu'il constate un abus de position dominante de la part d'une entreprise. D'autres institutions jouent aussi un rôle important dans l'encadrement du commerce, tels que le Conseil économique, social et environnemental et l'autorité marocaine du marché des capitaux. Pour ce qui est des institutions professionnelles, il s'agit des chambres de commerce, de l'industrie et des groupements professionnels qui en sont les principaux exemples. Commençons d'abord par les chambres de commerce, d'industrie et de services. Il faut dire que les chambres de commerce, d'industrie et de services sont des établissements publics à caractère professionnel dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Leurs fonctions sont variées. Elles ont, de manière générale, vocation à représenter, à défendre et à promouvoir les intérêts des professionnels commerciaux et industriels. Leur rôle est purement consultatif, mais leur avis est nécessaire pour les projets économiques. Pour ce qui est des groupements professionnels, ces derniers se présentent sous l'aspect de syndicats professionnels. Ils disposent d'un ensemble de prérogatives leur permettant de participer dans une large mesure à la réglementation du commerce. De manière générale, les groupements professionnels négocient les conventions collectives, fournissent des informations à leurs adhérents et assurent la défense de leurs intérêts. Ils établissent aussi des codes de bonne conduite qui, bien
que n'ayant pas un caractère obligatoire, contribuent à influencer la vie commerciale. On peut citer dans ce cadre le groupement professionnel des banques du Maroc, qu'on appelle le GPBM, et la Confédération générale des entreprises du Maroc, connue généralement par la CGEM. Donc, comme vous avez pu le constater, on a abordé les sources du droit commercial. Maintenant, on va voir l'originalité du droit commercial. Et pour ce qui est de cette question d'originalité, il faut souligner qu'elle tient d'abord à l'impossibilité d'établir un critère unique permettant de saisir le fondement du droit commercial et de la commercialité. Et tient ensuite à ses caractéristiques propres. Pour ce qui est des particularités des fondements du droit commercial, il faut dire 3 critères permettent de saisir l'essence du droit commercial et de la commercialité. La circulation des richesses, la spéculation et l'entreprise. Cependant, il faut le dire et le souligner, aucun de ces critères n'est totalement satisfaisant, laissant la place à l'approche positiviste qui semble la seule adéquate. Commençons d'abord par détailler ces critères. Et on va commencer par le critère de la circulation des richesses. Il faut dire que ce critère de circulation des richesses a été mis en lumière par Thaler, grand nom du droit commercial. Cet auteur proposait d'appréhender le droit commercial comme le droit des intermédiaires dans le monde de l'activité économique, c'est-à-dire les intermédiaires de commerce. Le droit commercial serait ainsi le droit des fournisseurs et des distributeurs. Son approche avait l'avantage d'expliquer pourquoi les producteurs et les consommateurs ne se voient pas appliquer le droit commercial. Pour ce qui est d'un autre critère, à savoir la recherche du profit. Il faut dire que le critère de spéculation ou recherche du profit suppose que la commercialité ait pour but la recherche d'un profit. Ainsi, certains actes normalement considérés comme civils seront commerciaux lorsque la spéculation en est le moteur. Je vais donner un exemple ici. Par exemple, l'association qui procède à l'achat de biens pour la revente et qui en tire un bénéfice, elle est commerciale. Ce critère de la spéculation ne peut pas constituer le fondement exclusif de la commercialité. En effet, l'intérêt financier n'est pas seulement l'apanage des commerçants, mais une personne civile, lorsqu'elle passe un acte recherche aussi un profit, de sorte que ce critère est trop flou pour permettre de comprendre le droit commercial. Passons au troisième critère, à savoir l'entreprise. Il faut dire que le droit commercial pouvait être confondu avec le droit de l'entreprise, car l'activité commerciale suppose l'existence minimale d'une organisation qui la rende possible. Les partisans de cette approche soutiennent qu'il suffirait de définir l'entreprise pour délimiter le droit qu'on lui applique, notamment le droit commercial. Cependant, le malheur de cette approche vient de l'impossibilité de définir strictement cette notion d'entreprise. Or, l'insuffisance
de ces approches montre que seule une approche purement positive est à même de guider la compréhension du droit commercial. En effet, le fondement de la commercialité réside dans la délimitation du droit commercial par le législateur. C'est encore la meilleure explication qui permette d'appréhender la complexité de la matière et d'en comprendre le contenu. La commercialité est, in fine, justifiée par l'existence de règles spéciales définies par le Code de commerce. Ayant vu ces trois critères, maintenant on va voir la particularité des techniques du droit commercial. Il faut dire que la plupart des règles du droit commercial servent des impératifs simples, notamment la rapidité et la sécurité, qui permettent d'ailleurs de comprendre les techniques propres au droit commercial. Commençons d'abord par l'impératif de rapidité. Cet impératif se traduit de différentes manières. Il se manifeste d'abord à travers les règles de preuve applicables en matière commerciale. C'est ainsi que le droit commercial pose un principe de liberté de la preuve qui dispense les commerçants d'avoir à se constituer un écrit pour tous les contrats qu'ils concluent. L'exigence de la rapidité légitime ensuite de nombreuses pratiques commerciales, je dirais à l'instar du recours à l'arbitrage. Donc, pour cet impératif de rapidité, on va voir maintenant l'autre impératif, à savoir l'impératif de sécurité. Et il faut dire que cet impératif de sécurité prend, quant à lui, toute son importance, car il est nécessaire de garantir le bon déroulement de l'activité commerciale. L'exigence de sécurité se traduit de plusieurs manières. Pour sécuriser certaines opérations, le droit commercial impose parfois un certain formalisme. Maintenant, je vais donner un exemple de ce formalisme. C'est-à-dire que les lettres de change, par exemple, ou certaines ventes, comme celles portant sur un fonds de commerce, qui doivent faire l'objet d'un écrit. Le besoin de sécurité conduit aussi à assurer l'information des tiers. À cet effet, de nombreuses mesures de publicité sont prévues. Inscription des commerçants au registre du commerce, publicité de la vente du fonds du commerce, par exemple. Il justifie aussi l'existence de certaines règles contraignantes, notamment celles qui font obligation aux commerçants de tenir une comptabilité pour que l'on puisse connaître leur situation financière. Donc on va terminer sur ce point. Ainsi s'achève cette séance. Merci de votre attention.